Un artisan BTP, toujours à la bourre dans ses chantiers, est appelé par une reine italo-égyptienne pour construire un palais en seulement 3 mois. Devant l'ampleur de la tâche, il décide de faire appel à son dealer gaulois qui prend un go fast direction Alexandrie pour fournir en stup tous les ouvriers. Un concurrent refoulé à l'appel d'offres fera tout pour démanteler ce trafic avec l'aide d'investisseurs impériaux. Aujourd'hui, on débriefe Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Avec moi pour en parler, Simon Félix et Benjamin Castaldix. C'est incroyable, la musique. Vous avez vu les gars, la musique? Il me tape à vous aussi. Elle a coulé. Buongiorno. Bonjour les amis. Comment c'est ça gaulois va? ça? Mes petits gaulois. Bien sûr. Je savais pas que c'était gaulois. Comment ça va? Mais ça va Ça très va, bien. vous avez la pêche Très bien. comme Gwenix de d'habitude. Pontivix. Vous avez pas trop chaud? Il fait un petit peu chaud là. Ouais, on a connu Ouais. pire. On a connu pire, oui, C'est la effectivement. chaleur, on a mis quand une même- chaleur un Il peu fait 50 égyptienne. degrés Celsius à Alexandrie. Ouais. C'est des Fahrenheit, Alexandre? Je sais pas. C'est ricain. Bonne question. C'est ricain, ouais. C'est ricain, Alexandrie? Les gars, je sais pas si vous avez remarqué, Alexandre, il y a un peut-être. petit truc qui change par rapport à d'habitude. Il me truc semble, qui je change. me sens observé. Ouais, je me sens observé aussi. Ouais. Toi aussi? Ouais, alors Observix. exceptionnellement, pour cet épisode, on a Charles avec nous dans la pièce qui Bonjour, nous enregistre. Charles. Et donc, vous avez peut-être la chance de nous écouter et de nous voir sur YouTube, sur notre nouvelle chaîne YouTube, et bien sûr sur Spotify, puisque désormais Spotify permet les podcasts vidéo. Donc C'est voilà, vrai. petite nouveauté. Donc n'hésitez pas à faire des gros sourires à la caméra quand vous avez une connerie à dire. Coucou. Et je vois que vous êtes prêts à faire les voiles vers le pays des chats. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode de Pelliculte, le podcast qui shampouine les films. Ils sont intenables. Le podcast qui shampouine les films du cinéma. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mais qui êtes-vous? Je suis la vengeance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Ils vont voir ce qu'ils vont voir avec moi. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites? Ça sent la vioque qui se néglige. Qu'est-ce que tu marmonnes? T'as une bite dans la bouche? Pas très subtil. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. Viens avec moi si tu veux vivre. Je vous prépare la batte moto, monsieur. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Splendide! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des films cultes du cinéma. Ceux qui le sont pour de bonnes raisons, ceux qui le sont pour de mauvaises et ceux qui le deviendront. Les gars, si on a choisi ce film à podcaster aujourd'hui, c'est parce qu'on a un invité, c'est Benjamin, qui nous rejoint pour un Castaldix, bien sûr. troisième Oui. épisode de Benjamin avec nous. Tout à fait. C'est que ça me passionne, C'est un de tes films préférés, donc je démarre avec toi pour te poser la question. Est-ce que c'est un film culte? Le suspense est insoutenable. Devant la caméra, je vous dis oui. Non, mais c'est marrant parce que je suis invité à chaque fois pour des films de comédie. Et pourtant, c'est loin d'être mon genre favori. Donc, c'est ça qui est assez rigolo. C'est vrai que Mais Oui, parce que il est t'as très triste. peu d'humour. Ouais, il a pas Comme d'humour. gars. Moi, j'ai pas d'humour. J'ai Les pas gens, d'humour. c'est ça. En général, On rigole on croise très dans la peu. rue, on dit toi, t'as pas d'humour. Oui, Toi, c'est ça. toi. Je me rappelle la dernière fois, on était à la machine à café, on était en train de discuter, je me dis waouh, il est chiant lui, putain, c'est Ouais, bah j'étais là pour prendre un café. Quoi. ouais, c'est ça. C'est très attachant, pour autant. Ah ouais, Ah ouais. attachant. Ouais, c'est ça. Non, mais forcément, oui, c'est culte. Alors, pour information, bah moi, je l'ai vu au cinéma, ce film-là. J'avais 11 ans, du coup, parce qu'il a 20 ans, ce film. Dans 2 secondes, Simon il nous annonce qu'il avait la cassette. C'est ça. Non, mais j'ai adoré. Je suis pas. J'avais la Je disquette. suis loin d'être un passionné de Astérix ou Obélix, que ce soit la BD ou autre. J'ai jamais trop aimé lire ce genre de BD. Et le film, en fait, moi, j'adore les nuls, j'adore Alain Chabat, et du coup, bah, le film, j'ai adoré, casting incroyable. Donc pour moi, oui, forcément, c'est culte. Je pense que tout le monde connaît à peu près ce film. Sorti Je en pense que- 2002. Ouais. Et toi, Simon? Je pense que Jamel dirait, je connais pas tout le monde, mais je pense que c'est le meilleur film. Oui, ça fait partie d'un des meilleurs films de comédie qu'on a en France. Hein. En France, ouais. Bah, en fait, c'est assez marquant, mais c'est lié aussi à l'histoire de chacun. Mais comme tu dis, tu vois, genre, moi, j'ai le même âge que toi, donc je l'ai découvert, j'avais 11 ans. Et donc, moi, par contre, j'ai pas eu la chance d'aller le voir au cinéma. Oui, bah écoute. J'avais la VHS avec une belle jaquette. Mais ça m'a marqué, quoi. C'est vraiment c'est film d'enfance, comédie qui m'a peut-être fait le plus rire. Et j'en retiendrai 2, par exemple, où j'étais un peu plus petit, mais pour moi, il y avait Les Visiteurs Ouais. et Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Oh, Visiteur. Quand j'étais petit, c'est ce qui m'a marqué en termes d'humour. Ah, j'avoue. Donc voilà. J'avais la cassette des Visiteurs Visiteur, c'est quelle année 98 98-99. Ouais, c'est fin des années 90. Ouais. Ouais. J'avais la cassette aussi. Mais bon, il y avait déjà Christian Clavier.
Ouais. Bah, Voilà, c'était la seule imitation de C'est Christian. sûr que c'était une bonne idée de filmer, là, parce que si on se retrouve avec des gags visuels comme ça, là, ouais, j'avoue. on n'a Mais pas c'est- terminé. Ouais, ça va être terrible. Je regrette, en fait, déjà. Et toi, Gwen, moi, de mon c'était- côté, alors C'est moi, culte aussi. Ouais, franchement, culte 100%. C'est une adaptation qui est fidèle au matériau d'origine, tu vois, à la BD, même au dessin animé. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ça apporte aussi des trucs. Tu vois, pareil, tout à l'heure, on fera écouter un extrait avec Dieudonné où on a une ref à Star Wars. Forcément, quand ça a été, Ouais, quand ça a c'est été une référence à la pop culture un petit Voilà, peu aussi, ouais. qui touche tout le monde. ils apportent des choses en plus. Il y a l'humour de Chabat et il y a une espèce de continuité. Il y a un truc qui est bien foutu, je trouve, et qui donne une impression, voilà, que le film il est complet. Et ça, en fait, je trouve que par rapport aux autres, je parle que des Astérix, que ce soit au service de Sa Majesté, les Jeux Olympiques, ou je sais même pas s'il y en a eu d'autres. Peut-être l'Empire du Chez Milieu qui va sortir bientôt. Avec la reine d'Angleterre, c'est comment Ouais, c'est au service de Sa Majesté. Ah oui, c'est sûr. Et j'ai pas retrouvé en fait ce truc-là, tu vois. Non. Depuis. Alors que aux Jeux Olympiques, c'est, je crois, ils ont doublé le budget quasiment. C'était déjà ce film, c'est déjà le plus gros budget de l'histoire du cinéma Ah, français. mais c'est. Et, Ça l'est peut-être plus, non? Mais à l'époque, ça l'était, non? C'est 5 millions, c'est ça? 50 millions, 50 pardon. millions, et je crois que sur les Jeux Olympiques, ils ont fait encore plus fort. Ouais, mais Ils ont eu un accueil en salle qui était glacial. Ouais, parce que c'était too much, en fait. Mais c'est toujours le délire de vouloir faire, entre guillemets, une suite. Là, pour le coup, c'est pas une suite, parce que tu reprends un autre BD et tu refais un nouveau film, mais Ouais. c'est toujours dans l'idée de surenchérir via le premier. Le premier a fonctionné, putain, on a la clé, il faut qu'on en fasse un deuxième. Et là, t'essayes de mettre plus, et non, parce que Et puis tu vas c'est ça trop qui est loin, compliqué quoi. avec l'humour, c'est que c'est un juste dosage. Et je trouve que ce film-là, Chabat, mais t'en parleras Gwen, je pense qu'il a bien respecté déjà le matériau de base, et après, il a rajouté des rêves qui sont propres à lui et à son humour. Il a rassemblé ses potes, ça marche bien, c'est fluide. Il y en a qui jouent leur rôle de personnes. On pense à Jamel Debbouze, où il fait du Jamel Debbouze. Il y en a d'autres qui sont dans des rôles un peu différents, mais tout ça, ça fonctionne très bien, c'est fluide, et on s'ennuie pas une seconde. Non. Et c'est ça que je trouve cool dans ce film. Marina Foïs qui disait justement que Chabat, il a toujours cette envie qu'il n'y ait pas de hiérarchie, en fait, dans les films. Et du coup, que tout le monde puisse un peu jouer son propre rôle, son propre humour, en gros. Et c'est ça qui est super intéressant, et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Les gens sont un peu plus libres en tant qu'acteurs déjà dans ce film. Ouais, tu sens que c'est un mec ouvert, quoi. Par contre, Benjamin, alors tu parlais d'une suite. Sortez-le, s'il vous plaît. Ce film est déjà une suite. Puisque Christian Clavier et Gérard Depardieu avaient déjà joué dans Astérix contre César en 99. César. Ah oui, Je sais pas si je l'ai bien fait, Roberto mais... Benigni. Oui. César. Ouais. Mais que moi j'avais trouvé plutôt bon. Enfin, moi il me fait marrer. C'est un de mes films. Avec ton c'est un père, de mes films préf, tu vois, aussi. Benjamin. Il y a ton père dedans. Oui, exactement. Il y Benjamin a Castalix. il y a Castalix dedans. Caius Bonus, putain. Mais ce film-là aussi, je trouve il est stylé, quoi. Et là, Moi, j'ai des ils en bons font une souvenirs suite. là-dessus. Ils en font une suite qui est cohérente, qui est cool. Ouais. Mais après, J'ai moins de souvenirs de celui-ci. dans l'interprétation, je trouve des autres que ça. Mais moi, que ça pète. franchement, j'ai peut-être dû le voir 2 fois maximum, celui-là, comparé à... C'était quoi déjà l'histoire? Eh ben, bonne question, tu vois. C'est avec Nancy, ils reprennent l'arc narratif du druide, avec le druide Prolix qui arrive il le capture. et il capture un trésor. Oui. Puis il y a la fameuse scène à la fin du sang de licorne à 2 têtes. Avec le vieux là, Lors de Voldemort. et il se clone, tu sais, pour la bataille finale. Ouais. En vrai, vraiment, il est pas mal. Non, et puis Laetitia Casta en Falbala, tout ça, c'était pas mal. Michel Galabru. Fallait qu'il le dise. Michel Galabru, pas mal en aussi, Michel. Abra Raccourcix. Donc ça, c'était... Ouais. Et Pieplu, je crois. Claude Pieplu en... Panormix, voilà. Mais donc, un casting incroyable. De toute façon, dans tous ces films-là, c'est que des castings à chaque complètement incroyables. Même, j'ai vu le casting de l'Empire du Milieu. On dirait... je sais pas, on dirait un plan de concert, tu vois, Oui, genre c'est avec vrai, ouais, toutes les têtes d'affiche. Enfin, c'est une folie. Ouais. Mais c'est ça qui est pas forcément simple aussi à suivre, je pense, c'est que à chaque fois les acteurs changent. En fait, il y a très peu de, tu vois, genre c'est un peu un jeu de chaises musicales, ce qui fait que, tu vois, genre par exemple Christian Clavier, tu t'habitues dans le 1, dans le 2, et puis après c'est Clovis Cornillac, et puis après c'est Édouard Baird, et en fait tu perds un peu, je trouve, de consistance à suivre ça sur le long terme, je trouve, parce qu'en fait tu dis, oh, de toute façon ils vont changer, donc là c'est qui fait, tu vois, je trouvais que Claude Rich il était super bien en Panoramix.
Et puis tu sais très bien que celui d'après, bah, ça va être quelqu'un d'autre, et puis ça change comme ça, quoi. Donc t'as l'impression qu'il y a que Depardieu qui est le fil conducteur entre tous ces films. Oui, il a été créé pour ce rôle. Oui, c'est ça. Mais non, mais tu vois, genre, moi je trouve que tu vois, c'est soit tu changes tout le casting, mais le fait de garder des gens existants, en fait, ça te perd, en fait, t'as du mal à t'attacher. Et c'est peut-être la force le multiverse des deux premiers. Bien sûr. C'est peut-être la force. Thanos joue dans le dernier. C'est peut-être la force des deux premiers Astérix au cinéma, c'est qu'ils arrivent à garder donc les deux acteurs principaux, mais ils n'ont pas tellement besoin de garder non plus les autres acteurs du village, parce que la scène, l'action ne se passe pas dans le village des Gaulois, mais à Alexandrie. Simon, tu vas nous faire la fiche technique de cet épisode, et puis ensuite, Benjamin nous résumera cette belle histoire. Benjamin Castaldex. Et ben écoute, ça a été réalisé par Alain Chabatix. Et c'est sorti au cinéma en janvier 2002. Donc comme on disait, ça fait 20 ans tout pile. Donc mine de rien, ça a quand même bien vieilli. Joyeux anniversaire. Je soufflais les bougies. Ouais, maintenant qu'il y a la vidéo, tu peux faire des gags visuels. Ouais, c'est ça. Tu veux que je fasse la bougie ? Ok. Waouh. Ça n'a aucun sens. Si c'est dommage qu'on peut pas couper ça au montage. Non, c'était incroyable, non ? Oui, bien sûr. Non, okay. On se rassure comme on peut. J'ai eu un moment d'hésitation. Pourquoi j'ai plus d'humour ? Bah voilà. Donc, au casting, on retrouve forcément, donc on en parlait, on a Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix, on a Christian Clavier dans le rôle d'Astérix, on a Claude Rich dans le rôle de Panoramix, Jamel Debbouze dans le rôle de numéro 10. Et puis après, derrière, il y a. Darmon. Ça déroule, quoi. Ça déroule, hein, parce que là, Gérard Darmon, Monica Bellucci, j'étais obligé de le faire. Mais c'est comme I Feel Good, c'est les moments de film qui ont fait popper ces chansons pour toute une génération. Mais moi, franchement, tu vois, genre, je pense que plus petit, l'image qui m'a le plus marqué, c'est la tête de Christian Clavier au moment où il découvre du coup. C'est la moustache qui fait tout. Et puis, tu sais, genre avec les yeux, la musique, et puis le regard. Petit vent dans les cheveux. Ouais, c'est ça, le petit vent dans les cheveux là. Il me faisait trop rire. J'étais là, genre, ah putain, ça me faisait rire. Le gag, il s'arrête jamais en fait. Mais c'est ça, quoi. Donc voilà, il y a Édouard Baird, bien sûr, dans le rôle d'Otis. Alain Chabat qui joue dans le film et qui joue le rôle de Caesar. On a Dieudonné dans le rôle de Caius C+. Et puis après, Isabelle Nanty, Jean Benguigui, Marina Foïs, Bernard Farcy. On a Noémie Lenoir aussi. Oui. Noémie Mousse Diouf, Dominique Besnéard, Emma Decaune, Claude Berry, Chantal Lobby, Jean-Paul Rouve, Jean-Pierre Bacry. Enfin voilà, ça y va, quoi. Pierre-François Martin Laval, Maurice Barthélémy. Oui, Maurice Barthélémy, bien sûr. Il y a plein de seconds rôles cachés. Il y a Pierre Tchernia. Ouais. Et il y avait. Attends, je vois ça, c'est marrant. Peintre, Omar Sy, scène coupée. T'as déjà de le découvrir. Ça, c'est marrant. Et Fred Testo, du coup, aussi. Puisqu'ils étaient tous les deux peintres et apparemment, du coup, ils devaient apparaître dans le film, mais ils ont été coupés au montage. Ah, dommage, ils auraient pu être connus avant. Comme Dominique Farrugia aussi, qui est crédité, mais parce que, comme tu disais en off, c'est qu'il. Il y a un petit bonus dans le DVD, justement. Oui, et en fait, dans le DVD, pour ceux qui connaissent les DVD, il y avait souvent des menus cachés. Et en fait, t'essayais d'aller sur n'importe quel titre et autres, limite langue française, tu cliquais à gauche, à droite, et des fois ça venait en surbrillance en fait sur un petit truc sur le DVD, et puis c'était un bonus caché. Je me souviens, mon premier que j'avais découvert, c'était sur Harry Potter d'ailleurs. Et en fait, il y en a un dans le DVD où tu retrouves une vidéo de Dominique Farrugia qui joue Cléopâtre. Donc voilà. Normal. C'était pour l'anecdote. Donc il est cité dedans. Il est cité dedans. Il met Cléopâtre dans la bande-annonce, c'est écrit. Voilà. Incroyable. Il y a plein de trucs. Mais comme cette histoire où tu disais que dans les bonus aussi, il y a Alain Chabat qui commente le film, c'est ça ? En fait, dans le DVD, moi j'aimais bien le regarder. Et puis avec mon frère, on avait décidé de regarder aussi en bonus. On pouvait revoir le film en entier, mais avec Alain Chabat qui commentait le film par-dessus. Et c'était incroyable, sauf qu'à un moment, il s'ennuie un petit peu, et du coup, il prend un bouquin de cuisine et il commence à lire des recettes. Et je trouvais ça assez drôle. D'ailleurs, il faudrait que je leur fasse. T'as appris à faire une très bonne blanquette de veau, d'ailleurs. Exactement. Votre blanquette est bonne ? Ouais. Oui. On me dit le plus grand bien de voir en pomme à l'huile. On peut se tutoyer ? Oui. T'es lourd. Ok. La fiche technique, Pierre Tchernia. Pierre Tchernia qui fait la voix off. Et on le voit aussi dans le film, à un moment donné, il fait partie des généraux de César, quand il est dans l'attente. Alors on fera un quiz tout à l'heure, et j'en profite pour dire que Simon a pété une des questions.
Mais en même temps, je lui ai donné la balle. Je lui ai donné le bâton pour le permettre. T'es joueur. On avait dit, on ne déborde pas. Mais sinon, on peut retrouver à la photo, donc on a Laurent Dayan, et c'est quelqu'un qui a l'habitude des comédies françaises. Il a notamment travaillé avec Valérie Lemercier, dernièrement sur Aline. Ok, là, Voilà. avec le biopic de Céline Dion, quoi. Ouais, c'est ça. Que personnellement, moi, je suis allé voir au cinéma et que j'ai été surpris. Je n'attendais vraiment rien de ce film et j'avais passé un très bon moment. Surpris dans le bon sens du terme. Ok. Oui, Ok. ouais, mais bonne surprise. Bon, Pas vu. courez voir Aline. Pour qu'elle revienne. Mais c'est bon, toi, tu C'est t'aimes bien pas courir. Aline. Hein. C'est pas Aline dans la chanson, pour qu'elle revienne. Si. Si Oui, Aline bah voilà. Si. Ma blague était bonne. Ta blague Oui. était bonne. Faut que t'aies plus confiance en toi. Ouais, j'avoue, putain. Prends confiance. Autre chose sur la fiche technique, Simon ? Terminé. Terminé. C'était bien, c'était concis, j'ai bien aimé. Il a niqué pile un truc. Je suis sûr que là, Jean-Bam va nous. Jean-Bam, oui. Benjamin. Mais qui êtes-vous Benjamin va nous niquer une question aussi, de toute façon, c'est sûr. Donc, oui, vous qui nous écoutez et qui nous regardez, on va faire un quiz dans quelques instants et si possible, s'il reste des questions, quoi. Jean-Bam, est-ce que tu peux nous faire Un le petit, synopsis du film ? ouais, un petit synopsis. Cette fois, tu n'auras pas d'aide. Ah ouais. On t'avait aidé dans un précédent podcast. Alors potentiellement, on viendra ajouter quelques éléments des extraits du film pour illustrer. Oui, Mais exactement. on te laisse nous dépeindre et nous plonger Chronologiquement. dans cette histoire. Chronologiquement. Une belle narration. Waouh. Tu peux sauter des bouts qui servent à rien, on s'en fout. Ok, ça marche. Non, mais en soi, le film, c'est une reprise du coup de la BD. On a César et Cléopâtre qui échangent et César reste convaincu que son peuple est la plus grande puissance du monde et du coup, Cléopâtre est vraiment pas contente. Elle dit non, l'Égypte, les Égyptiens, ils ont quelque chose à prouver et autres. Et pour le prouver, on va te construire le plus grand des palais que t'aies jamais eu en 3 mois. Et là, César, il fait ok, bon. Si c'est vrai, si tu arrives à le faire, je dirais que ton peuple est le plus grand de la Terre. Est-ce que tu veux faire le rôle du chat si je te dis 3 ? Incroyable ce passage. Je pense que je peux le voir en boucle parce que j'aime les chats et parce que j'aime bien les mots. Ok. J'ai pas Passion d'humour, pour les j'ai mois de pas l'année. Particulièrement février, c'est mon mois. J'adore février. Et donc, elle décide de nommer justement un architecte. Alors, elle en a un à son service, mais il est trop classique. Et du coup, elle décide de trouver quelque chose un peu de novateur, quelque chose qui va faire changer et qui va se dire waouh, on a des capacités quand même dans notre peuple. Un et mec qui monte des portes au plafond. Un mec qui fait du carrelage sans faire sans faire les évacuations. Ça, c'est novateur. Et du coup, elle fait appel en fait à Numéro Bis, qui est joué par Jamel Debbouze. Et Numéro Bis, on lui dit écoute, tu as 3 mois pour faire le plus grand et plus beau palais qui existe au monde pour César. Et donc, Numéro Bis, il accepte, parce que sinon, il se fait manger par les crocos s'il n'arrive pas à le faire. Et s'il refuse, surtout. Il est où le moignon ? Il est où le moignon ? Ils ont mangé le moignon ? Il est plus là. Et du coup, en fait, il se met à travailler, sauf que là, il se dit, mais en 3 mois, mais c'est impossible de réussir à faire ça en 3 mois, mais comment je vais faire ? Et puis, il discute avec son script. Comment il s'appelle déjà ? Otis, c'est ça. Et lui revient en fait une histoire de son enfance que son père lui racontait à propos de droïde ou de druide, oui, selon ce qu'il dit. Au début, il dit druide, il se trompe pas. C'est ça, druide. c'est ça. Et d'un village en fait de Gaulois qui aurait une potion magique et qui, il se dit, avec cette potion magique, peut-être que j'arriverai justement à construire en 3 mois ce fameux palais. Et on le voit justement partir chercher Astérix, Obélix, ainsi que Idéfix et Panoramix pour revenir du côté d'Alexandrie et essayer justement de construire ce palais. Ouais. Ils vont avoir quelques bâtons dans les roues. Parce qu'au début, il faut qu'il le convainque aussi. Il faut qu'il arrive à le convaincre. Tout à fait. Moi, j'ai envie d'aller chiller à Alexandrie, siroter 2-3 Perrier citron en terrasse, et puis lire quelques papyrus. Passer à la bibliothèque, lire 2-3 papyrus. Ouais. Et il dit, puis je verrai ce que je peux faire. Voilà. Mais du coup, ils partent ensemble, mais sans promesse, entre guillemets. Sans promesse. Et ça lui mange déjà 1 mois sur les 3. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc quand il revient, il reste plus que 2 mois. Je vous propose qu'on écoute le moment au début de l'histoire. Qui résume bien, l'intrigue. Ce que tu viens de dire avec brio. On peut applaudir. C'était très propre. Brio, c'est encore un autre surnom ? Non. Numéro 10. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde ? Oui, exactement, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je ne connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Le monde romain, en la personne de César, en doute. Je vais donc lui montrer de quoi l'Égypte est capable. D'accord.
Je vais lui construire le plus magnifique des palais. D'accord, Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. d'accord. C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire... C'est moi qui vais architecter tout le... Numéro bis, tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. Donc elle a un petit accent purement égyptien. Bien sûr. Et moi, hop, croco. Voilà, C'est ça. je vais dire ça. Je veux pas finir dans un crocodile. Hein. Je tente aussi une... Je pense qu'il faut tenter. C'est le podcast pour tout tenter. Ouais. De toute façon, là, on va y aller. Ah, Mais c'est c'est comme le quand... Et oui, c'est le... il y a que J'ai jamais ça. fait le poirier. Jean-Marie On Pardon, parlait de Jean-Marie. visiteurs tout à l'heure. Ouais, bah ouais, on parlait des visiteurs, c'est pour ça que je dis ça. Et juste après, donc, ils vont pour voir. Numéro bis va voir les Gaulois pour essayer de choper de la potion. Et ils se rencontrent. Et il y a cette phrase qui est incroyable. Enfin, manifestement, il me connaît pas. Hein. Non, sinon, je suis numéro bis. Le fils de votre vieille amie, Toumé Eris. Numéro 10 Mais quelle bonne surprise. Oh. Tu dois être gelé si tu viens d'Alexandrie. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un alexandrin. Voilà, la vanne, elle est bonne dans toutes les langues. Ouais. La vanne est super bonne, mais par exemple, petit... Tu passes à côté. Ah oui, tu passes à côté. Totalement, On parlait de ça pour Jurassic Park notamment. La dernière fois, on disait que Jurassic Park, tu pouvais avoir plusieurs lectures au début, juste kiffer les dinosaures, et puis après, tu voyais un peu aussi l'histoire. Et comprends mieux les enjeux, tout voilà. ça, mais là, c'est une blague vraiment. Enfin, je veux tu dire, passes à côté 1000 fois quand t'as 10 ans, quand t'as 11 ans. Mais en fait, c'était au Par sens contre, littéral, quoi. On passe pas à côté de la blague. Il fait quelle température? Il fait au moins 8000. Ouais, parce que il y a aussi ça. Ça, c'est Ça, très c'est devenu. Jamil, quoi. Ouais, et puis Ouais. c'est devenu un peu un truc courant dans les 10-15 ans qui ont suivi. Je sais bien, tu sais, avec les potes, à chaque fois qu'il faisait Toujours. froid, t'en avais toujours un pour Tu sortir l'entends cette vanne. toujours au moins un hiver. Ouais. Un hiver où t'entends pas cette phrase, C'est ça. c'est pas un vrai hiver. Et les gars, moi je voulais attirer votre attention, on vient d'écouter un extrait. Tu disais que c'était une adaptation de la BD. Oui. Qui Mais a aussi. été adaptée en dessin animé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette vanne, elle est présente dans la BD et dans le dessin animé. Je vous propose cet extrait tout de suite. Panoramix. Oui. Oh, quelle bonne surprise. Je suis, mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un alexandrin. Et ça m'amène à dire que ce film, il est devenu culte pour des milliards de raisons. Mais je trouve que des fois, on a tendance à dire « Waouh, Chabat, mais c'est un génie, c'est incroyable ce qu'il a fait. » Mais on oublie de dire que c'est basé quand même sur peut-être l'œuvre française la plus originale qui ait jamais été créée. C'est-à-dire Astérix et Obélix. C'est le matériau d'origine. Patrimoine culturel incroyable. Il est hyper créatif, les noms des Gaulois ils sont hyper bien cherchés, les histoires, les scénarios sont hyper intéressants. De base, ils partent pas de rien et je vous invite à re-regarder un de ces quatre, le dessin animé que j'ai re-regardé hier soir pour faire le podcast. Et en fait, c'est dingue parce que trait pour trait, il a repris exactement le scénario. Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas il a dit, mais ça marche, je vais pas m'emmerder à faire un truc différent, ça marche. Et il est venu. C'est là où il a été fort parce que c'est soit tu te dis non, moi j'apporte ma vision et du coup tu arrives avec tes grands sabots et puis tu mets un coup de pied dans la fourmilière. Je vais faire que des. mais non, on parle qu'en expression, vas-y. Mais non, mais je pense qu'il a eu cette intelligence-là de dire ok, non, franchement, c'est top, la BD de base. Et comment est-ce que moi et mon humour et l'humour des gens que j'ai rassemblés va permettre de sublimer ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est bien équilibré là-dessus, quoi. Et c'est marrant parce que tu parles de. Il a pas changé le scénario et autres. Il en a quand même écrit 22 pour ce film. Oui. Ce que tu disais tout à l'heure, oui. 22 scénarios, mais tout compte fait pour approcher au plus proche en fait de la BD et du coup du dessin animé. Donc. Bah ouais, au final, donc peut-être il y a un gros travail d'écriture derrière aussi. Ouais, ils ont peut-être cherché midi à 14h, mais derrière, quand tu regardes le film. Bah, à part les chansons, ça c'est un vrai truc qu'il y a dans le dessin animé. Aujourd'hui, on parle de, par exemple, les adaptations Disney+, là. Oui. On parle de, excusez-moi, live action. De live action où on te reprend, vas-y, on va te faire Aladdin, il y aura le rêve bleu dedans, c'est juste qu'il est fait en film. Là, ils ont pris le parti de virer les chansons, ce qui en soi dérange pas, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, si c'était Disney qui le referait, peut-être qu'il nous ferait une version du pudding à l'arsenic qui serait très chouette, qui sait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une interprétation du live action
qui est hyper fidèle. Ils ont refait en film et ils ont enlevé le côté comédie musicale, ce qui avait été fait en dessin animé et en comédie musicale du coup. On verra ce qu'il fait sur la série qu'il a annoncée sur Netflix. Chabat. Vas-y, disons-nous plus aussi. Une des BD, alors le nom de la BD, c'est Les Combats des Chefs. Donc c'est une des BD d'Astérix et Obélix. Et Alain Chabat va produire, même prochainement avec Netflix, une série animée, je crois, de 5 épisodes d'une demi-heure, justement dessus. Intéressant. Donc à voir s'il va... Tu sais s'il y aura Louis Clichy et Alexandre Astier dans le projet, parce que les dernières adaptations, Le Domaine des Dieux ou Les Secrets de la Potion magique. J'ai aucune idée. Que j'ai pas vu d'ailleurs. Vous avez vu ? Non. Cours voir ça, c'est génial. Parce que l'équipe de doublage, alors déjà Louis Clichy, c'est un ancien de Pixar, donc autant te dire j'arrive pas à le faire. J'ai voulu faire un... C'est quoi que tu dis, putain, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'allume un cigare en plateau, là, qu'est-ce qu'il fait ? Non, c'est vraiment sur les bougies. C'est vraiment parfait au niveau de l'image. Et derrière, ce qui est hyper plaisant aussi, c'est qu'ils sont entourés de doubleurs monstrueux. Vraiment, tout ce qui se fait de bon chez Kaamelott, il y a du Elie Semoun, il y a aussi du Chabat dans les doubleurs, et ça fonctionne franchement merveilleusement. Franchement, j'ai bien kiffé, donc j'espère que dans le projet Netflix, il y a aussi Louis Clichy pour l'image, mais aussi Alexandre Astier pour le scénario et pour les gags. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Carrément. Pour toute la partie ressemblance avec le dessin animé, c'est un peu l'idée. Il y a une scène forcément du film qu'on retient. C'est ce monologue qui est devenu culte. On en a fait des t-shirts. Enfin, Martin Fourcade l'a repris. Martin Fourcade l'a repris. Ouais, t'as jamais vu ça ? Il l'avait fait en interview. Oui. Après une course. En fait, il a toujours rêvé de pouvoir le faire lors d'une interview. On lui a jamais laissé l'opportunité de le faire. Et du coup, pour sa dernière interview avant de partir en retraite, il l'a dit. Il l'a fait. Sans qu'on lui pose la question. Exactement. Non, mais c'est vrai. Mais je crois qu'il était de mèche avec le journaliste. Il lui a dit. Et avec un de ses collègues, justement, aussi, à côté. Alors, cette scène, donc, c'est le monologue. Donc, cette scène, elle est devenue culte parce qu'en fait, c'est totalement improvisé. Il y a rien de prévu. On lui a dit, vas-y, tente un truc. Et au final, ils ont gardé la version. Alors, il y a 2 versions qu'on peut retrouver aussi. On peut retrouver l'autre version sur Internet. Qui était un peu plus longue et qui avait un peu moins le côté un peu what the fuck de celle qu'on va écouter. C'est Edouard Baird qui part en live. On écoute ça. Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, et je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. C'est incroyable. C'est de l'impro, non ? Oui. C'est une impro totale. C'est ça. Incroyable. Mais comme il y a plusieurs impros dans le film, et la deuxième que je connais, c'est quand Numéro bis est en train de... Justement, il est avec Otis et puis il est en train de... Au tout début. De maîtrer un peu du coup l'emplacement du palais et qui se barre avec l'âne. En fait, cette scène où il fait cannabis, ça c'est genre... il était un peu laissé, vas-y, fais ce que tu veux sur cette sortie-là, quoi. Cannabis. Mais ça, c'est genre c'est aussi la liberté. Quand t'as ton squelette de scénario, que tu sais exactement ce que tu vas faire, le dérouler, tu peux dire à tes acteurs de faire n'importe quoi, tu verras si ça rentre dedans. Ouais. Mais comme on voyait un petit peu, par exemple, je pense qu'on regardait un petit peu le making-of du Flambeau, et on voyait un petit peu aussi comment Jonathan Cohen pouvait diriger sur le set. Et on voit bien que ça fuse, quoi, en termes de... Genre, ah non, vas-y, fais plutôt ça, et puis les gens, ils testent des trucs, et après, eux, ils rebondissent. Tiens, garde ton truc, refais-le plus, remets-le là, ici. En fait, il a son scénario, il sait où il va, et il corrige les gags en prime time.
Il a la vision du gag, il dit tiens ça marche pas, non ça marche pas, vas-y on change, tiens dis ça plutôt, ouais continue un peu plus fort. Tu vois genre il dirige en direct, enfin c'est. Ouais c'est ça. Il fait très peu de coupures, c'est ce qu'il disait. Hein. Ouais, il enchaîne. Il fait des prises très longues en fait. Il préfère cutter dans ces prises là que de faire cut et puis à chaque fois de reprendre le process. Ça rend quelque chose de vachement authentique et puis bah je pense qu'il a un peu la même façon de travailler que Chabat finalement sur certains trucs. Donc c'est. J'aimerais bien savoir, tu vois, par exemple, si Dieudonné, tous les noms c'était vraiment écrit ou si genre il part un peu en live en mode. Non, pour le coup, je pense que c'est écrit. Les noms, c'est trop précis. Ouais, c'est vrai. Chopax. Il a un nom de héros. Jomanix. Malcolm X, peut-être. Le personnage de Dieudonné aussi, il est fou quoi, dans ce film. Il se gourde, il a aucune mémoire des prénoms. Non. Il oublie tout. C'est extraordinaire. Donc mais au-delà d'oublier, c'est qu'il l'invente même. Ah oui. Il invente, mais c'est ça qui est trop bien, c'est parce que avec conviction. Dans la vie de tous les jours, il y a des, enfin je veux dire, c'est pas, je veux dire, il y a des gens qui oublient. Enfin moi le premier, quand on rencontre du monde et tout, tu dis ah bonjour quand tu t'appelles et puis en fait au bout de 2 minutes t'as déjà oublié, tu vois. Moi je m'appelle Michel par exemple. Vous m'appelez Benjamin depuis tout à l'heure. Et toi, Michel. Et toi Et toi à vous. Mais c'est pour ça que je trouve ça bien, parce qu'en fait, il y a une sorte de vérité aussi derrière ça, qui est de dire, derrière le côté, genre, on oublie les prénoms, lui, c'est genre en mode, il en invente tellement il les connaît pas, quoi. Et puis, à quel point il s'intéresse pas aux gens aussi. Puis les refs sont incroyables. Ouais. Moi, j'adore. On écoute tout de suite Caius C+. Relancez l'attaque. Caius C+. Je sais pas si c'est une bonne idée d'insister. Ces Gaulois sont invincibles, ils sont gavés de potions magiques. Faudrait peut-être mieux d'abandonner. Ou alors même, à la limite... Je suis très déçu par votre attitude. Centurion a fait un refus. Antivirus. Je m'appelle Antivirus. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Le casque. Non mais je suis super mal à la gorge. Merci d'avoir fait le geste. Je le trouve incroyable ce passage, il me fait trop marrer. Ouais, c'est ça. Et running gag, parce que plus tard dans le film, quelques minutes après, il vient parler avec César ou je ne sais plus qui. Et les premiers mots qu'il a, il commence avec sa voix comme ça, et puis il, fait il reprend sa voix normale, et puis après... J'ai quelqu'un derrière. Autre chose, moi, que j'avais envie de dire du film, c'est Gérard Darmon. Putain. Gérard. C'est tout. Gérard. Hein. Non, Gérard Darmon, je trouve ça fou. Il a joué dans plusieurs films avec Chabat. Ouais. Mais il a toujours un peu les moments climax. Les moments les plus dingues et les plus cultes. C'est-à-dire qu'à la fin, quand ils se battent kung fu avec Numéro bis, donc quand il y a un mon beau-fils et Numéro bis qui se fight au kung fu, je veux dire, toute cette partie-là, c'est à mourir de rire. Et c'est très visuel en plus, donc tu retiens ça à fond. Et ça m'a fait penser au climax de La Cité de la Peur avec la carioca. Oui. Oui. Où t'as un moment un peu sorti de nulle part, qui est pas du coup dans le dessin animé, bien entendu. Il n'y a pas de confrontation directe entre les deux. Mais t'as des refs à La Cité de la Peur. Tu sens la patte des nuls. Le moment où Obélix défonce tous les Romains, et que du coup, pour éviter de voir de la violence, ils mettent un reportage sur les écrevisses ou je ne sais plus quoi, sur les mangoustes. En fait, c'est pas les nuls. Alors en fait. Ouais, mais dans La Cité de la Peur, il y a ça aussi. Avec Darmon qui parle de son enfance, et on voit justement son père avec la grille coincée. Alors alors j'ai une anecdote en fait sur cette scène, sur ce documentaire de la langouste. En fait, si vous voulez, une fois que Chabat il a fini le premier montage, il l'a montré à Jean-Pierre Bacry, un de ses potes, qui est dans La Cité de la Peur, et qui a une scène aussi dans La Cité de la Peur. La scène qui est doublée à la bouche, je crois. Ah oui. Aussi. Attention chérie, ça va trancher. Tu fais vachement bien le chat. Qui veut un café ? Oh, voilà. Chut, on est en train de tourner. Voilà. On va devoir faire La Cité de la Peur. Oui. Benjamin. Oui. Mais en fait, il lui a demandé, tiens, rajoute-moi quelques vannes, et il lui a dit, bah tiens, là, plutôt que de faire... Et ils avaient tourné en fait une scène de combat, et plutôt que de faire la scène de combat, il a dit, bah non, tiens, mets un documentaire complètement con, quoi. Génial. Et ça fonctionne super bien. Et c'est Jean-Pierre Bacry qui double du coup ce documentaire. Ouais. Donc, et il en a ajouté apparemment 2 ou 3. En plus, ils disent une grosse connerie, non ? Je me rappelle plus le.
Oui, alors je me rappelle pas, mais oui. La conclusion de... Ah oui, pour une espèce humaine. Je crois qu'il parle de Mais qui la rend très humaine. Oui, qui la rend très humaine. Qui la rend finalement très humaine. What? Ouais. Donc voilà ce que j'avais à te dire sur Darmon. Je propose qu'on passe au quiz et j'ai des questions parce que vous avez réussi à ne pas tout spoiler. J'ai envie de vous féliciter. Il en reste combien? Il reste des questions. Alors il y a un personnage dans ce film qui a 2 interprètes dans ce film. Qui? Un personnage qui a 2 interprètes. Ouais. Oh, ça va être dans les personnages en background. Que t'es genre c'est un peu comme je change un peu de sujet, mais c'est comme. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait Chantal Lobby? Non, mais tu sais, dans le flambeau, il y a Alexandra. Ouais. Et ben, elle a 2 rôles. Vous avez remarqué ça ou pas? Non. Donc elle a le rôle d'Alexandra. Marc. Ouais. Et puis en fait, quand à un moment donné, il est dans une telenovelas au fin fond de la jungle, là, elle joue le rôle d'une ingénieure son à moitié. Genre elle est avec un truc comme ça à côté du réal. Ah non, je l'ai pas vu. Mais ouais, d'accord, je l'avais pas reconnu. Et ouais, voilà. Alors non, tu vois comme j'ai botté en touche là pour faire genre. Du coup non, c'est pas Leila Bekti. C'est pas du coup Chantal Lobby. Idéfix. Ah ok. Idéfix avait une doublure. Et il y avait 3 chiens déjà, non? Il y avait 2 apparemment et un remplaçant. Au cas où sur la touche, tu sais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Alain Chabat, il a rencontré un mec qui s'appelait Patrick Pitavino, qui bosse désormais avec qui s'occupera des chiens notamment dans le prochain Astérix, qui s'est occupé des Idéfix pendant tous les tournages. C'est lui qui fait le Centurion qui court. Ouais, j'allais poser la question. Alors je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'ils n'ont pas du tout la même corpulence. Royal Canin. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'il disait, enfin j'ai regardé un peu, je me suis renseigné sur ce mec et il lui faut à peu près 6 mois pour préparer le chien au tournage. Et derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Idéfix, la race du chien Idéfix n'existe pas. Du coup, il faut aussi maquiller le chien, lui tailler un petit peu les poils d'oreille pour qu'il ressemble à Idéfix, et aussi lui peindre un tout petit peu les pommettes, parce que c'est un chien, la race de chien c'est un Vesti, et depuis en fait hyper impliqué comme chien. Depuis les Astérix, c'est le chien officiel c'est une marque de chien qu'on propose maintenant. Ouais, ils ont créé de toutes pièces, comme dans Jurassic Park, un chien. Voilà. Il y a un petit côté Fox Terrier aussi. Alors, c'est le chien aussi qu'on voit dans The Artist, qui a reçu je crois qu'il a été primé aussi. Un Oscar. Je crois qu'il a eu un Oscar. Je crois qu'il a eu un César. Un Oscar. Un César. Le pâté César. Tiens. Très belle prestation, tiens. Nouvelle question. Est-ce que vous connaissez le nom du doubleur d'Astérix dans les dessins animés? Ah non. Aucune idée. Franchement, non, je sais pas. Aucune idée. C'est Roger Carrel. Ah oui, ok. Oui. Le mec, c'est un vrai monument. Tu as vu le vide dans mes yeux? Je ne connais pas. Je suis désolé. Mais est-ce que tu as des références hormis Astérix? Alors déjà, il a fait tous les Astérix, mais il a une voix vraiment très particulière. Oui, mais par contre, j'ai la voix qui me... Il a fait aussi d'autres dessins animés. Il me semble qu'il est dans certains Looney Tunes, je crois. Ah, ok. Je voudrais pas dire de bêtises, mais en gros, sa filmo, c'est surtout Astérix. Mais il y en a un paquet d'épisodes. C'est emblématique. Roger Carrel, ah oui, si. Star Wars, c'est lui qui fait ses 3 PO. Ah, ok. Notamment, voilà, par exemple. Okay. En version française, bien entendu. Oui. Alors, Pierre Tchernia, la voix off, on l'aperçoit à un moment. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Son personnage Ah bah non, parce qu'il est... Ouais, c'est que dans la fiche technique, il peut le voir, je pense. Ouais, oui. Il s'appelle... Charlix... Gaspacho Andalus. Gaspacho Andalus. C'est aussi... Alors, ce qu'il faut savoir avec Pierre Tchernia, et ça pour le coup on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi le doubleur des 12 travaux d'Astérix et les Indiens, d'Astérix chez les Vikings, et des Jeux Olympiques, donc de la suite. Donc ce qui permettait d'amener une continuité dès le départ, en fait, à l'épisode suivant. Et il joue Terminus dans La Surprise de César, également, qui est un dessin animé. Terminus. Dans le dessin... pas dans le dessin animé, dans le film... Barbe Rouge, donc, qui est interprété par Bernard Farcy, brandit un dessin qui illustre Astérix, Obélix et Idéfix. Ouais. Par qui a été dessiné ce dessin? Chabat, sûr.
Ouais, j'aurais tendance à dire pareil un peu. Il adore dessiner et je sais que dans les bonus du DVD, c'est pareil, tu pouvais retrouver plein de dessins de Chabat. Alors je dis ça, mais après, il paraît que... ça me paraît très logique. Ouais. Il paraît que Pablo Picasso était un peu... Il était impliqué. Alors c'est pas Chabat. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. C'est Uderzo. C'est Uderzo lui-même qui a fait le dessin. Okay. Et ce dessin, il vient pas de nulle part. Alain Chabat Uderzo. Oui. C'est son juste son nom de famille. Son père. C'est son père. Enfin, cousin germain, quoi. Je suis en train de les perdre. Ouais. Ça va, les gars? Ouais, ça va, top. Qui êtes-vous? Et ce qu'il faut savoir, il y a autre anecdote sur ce dessin. Un micro. Autre anecdote sur ce dessin animé. Ce dessin. Pardon. On m'a perdu aussi. Il est extrait de la BD Astérix chez les Goths. Voilà. Donc c'est aussi un dessin qui a une ref. Chez les chèvres? Chez les Go. G-O-T-H-S. Ou chez Messi et Cristiano Ronaldo. Les Goths. Ok. C'est ce qu'on dit aussi. Bah oui. Ouais. Mais bref. La référence au radeau de la Méduse avec les pirates, toujours avec les pirates. Donc là, cette référence au radeau de la Méduse, donc à un moment donné, donc les pirates, forcément, ils s'en prennent plein la gueule. Très bien ce plan. Incroyable. Parce que on pourra parler de la photo, mais je trouve par exemple ce film est pas incroyable niveau photo. C'est pas foufou, mais ce plan-là, non, c'est pas ça, c'est pas tant sur la colo, c'est plus sur le. En fait, c'est efficace dans le montage, je trouve, mais après, d'un point de vue cadrage et photographie, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, alors que c'est pour ça que j'attends de voir un peu ce que Canet va pouvoir faire aussi avec son. C'est dans le montage en fait que c'est ultra dynamique. Le montage est vraiment top. Le montage est top, c'est hyper fluide, le rythme est top, mais voilà. Après la colo, l'ambiance elle est là. Tu retrouves un peu l'ambiance de la BD, la chaleur de l'Égypte, tout ça c'est propre, hein. Mais non, c'est plus vraiment sur le cadrage et la photo en soi. Donc est-ce que cette référence donc, est-ce que vous aviez déjà vu la référence au radeau de la Méduse? Oui. Et est-ce que vous savez qu'elle est présente dans un des Astérix? Non. Moi, je connais très mal. Elle est présente dans la BD. Astérix, le Légionnaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir piqué des idées ailleurs et ou d'avoir copié le scénario de l'épisode originel, il est aussi allé chercher dans les autres Astérix. Ça, c'est ce qu'on voit aussi dans pas mal d'Astérix. C'est souvent, ils prennent un truc d'un autre Astérix pour le mettre dedans. Donc ça, c'est plutôt intelligent et puis ça fait une rêve qui est très très cool. Dernier, est-ce que les hiéroglyphes dans la pyramide signifient... Donc ils sont dans la pyramide, derrière eux, il y a des hiéroglyphes. Est-ce qu'à un moment donné, on peut lire, si vous pouvez lire ça, vous êtes archéologue? À votre avis? Non, je pense pas, mais ça aurait été drôle. C'est un peu comme à la fin du générique où tu sais, c'est marqué... Michel, qui n'a pas pu venir. C'est un peu ce genre de... Merci Michel. Gilles dans le générique. Et Gilles qui n'a pas pu venir. À votre avis? Non, je sais que dans Indiana Jones, tu peux retrouver des hiéroglyphes qui sont en rapport à Star Wars. J'ai peut-être envie de dire oui, parce que cette scène, sinon, elle est très... je veux dire, c'est le moment un peu... Ouais. Genre, du climax. Oui. Allez, je dis oui. Toi, non? Je dirais non, mais ça aurait été vraiment très drôle. Ouais. C'est très drôle parce que c'est oui. Oh putain, c'est fort. Ils sont allés jusqu'au bout pour faire un truc vraiment... Mais non, mais ça m'étonne pas parce qu'en fait, cette scène-là, il n'y a rien de drôle dedans, en fait, entre guillemets. Tu vois, ils se font avoir... Ce tombeau sera votre tombeau. Chacal, vous allez mourir comme des chacals. Quoi? On dit des chacos? Ouais, ça c'est bon ça. Donc, le quiz est terminé. Vous avez appris des trucs là? Bah oui. Bien sûr. Yes. Cool. C'est laquelle question qu'on t'a squeeze? C'était Pierre Tchernia, vite fait. Okay. On connaissait pas son nom. Ouais, voilà. Donc Gazpacho Andalus. Gazpacho Andalus. Andalus. Voilà. Alors moi j'ai fini avec mon quiz. Est-ce que chacun d'entre nous peut donner un peu sa scène mythique ou une scène dont il a envie de parler? Mais bien sûr. Vas-y. Je t'en prie, Michel. Gondrix. Michel Gondrix. Ça passe très bien ça. Ouais, j'avoue. Non, la scène, une des scènes marquantes, parce que en soi, j'ai pas vraiment de scène préférée sur ce film. Je trouve que dans la continuité, j'adore ce film. Tout court, j'aime dans la continuité. Mais si je devais sélectionner vraiment un passage où je trouve ça extraordinaire et je trouve que c'est ultra dynamique et ça résume bien le truc, et c'est la première fois où ils font goûter la potion magique à tous les artisans. Et du coup, là, il y a la musique qui commence. I Got You de James Brown. Ouais. Et je trouve que la coupure avec les différentes scènes, le côté un peu dessin animé aussi qui rajoute dedans, où tu vois Jamel Debbouze qui... C'est ça. Du Jamel, quoi. Ça, c'est les ZZ Top aussi, là. Les ZZ Top, exactement, ces références-là. Enfin, je trouve ça incroyable. Pendant ça, il y a aussi
l'ennemi joué par Darmon justement qui prend qui met ses mains au niveau des yeux, qui fait jumelle, du coup t'as un effet jumelle, et là il s'arrête sur des belles filles qui sont à moitié à la plage, te limite, et puis il y a un moment, il y a un passage où tu vois Charlie de Où est Charlie, oui, grave, c'est ce que et ça me fait trop rire, tu vois. Ouais. Mais vraiment tout ce passage là il est très dynamique, ça j'avais pas, il y a le rythme et tout, t'es là, t'es bien, tu vois, et t'as plein de scènes, et je trouve ça c'est bien fait, c'est bien accordé avec la musique, et tu vois la pyramide qui évolue au fur et à mesure. Vraiment, si je devais retenir un passage, je pense que la musique est devenue mythique pour une génération avec ça. Quoi. Mais je pense que ça doit être ce passage-là où Jean-Luc Besson, il a cadré un peu parce qu'il disait que c'était la journée où il y avait le plus de figurants. Donc je pense que c'est sur les moments de travaux avec du coup tous les ouvriers. Donc il y a moyen que sur cette scène-là, en fait, il y ait du Luc Besson un peu derrière au cadrage. Ouais. Mais ouais, non, ça marche bien. Et toi, franchement, il est trop bien. Et toi, Simon? En vrai, je sais pas trop. Si je suis fidèle à l'enfant que j'étais, c'est la scène où il y a vraiment pas de parole, mais c'est la découverte de l'amoureuse d'Astérix. Franchement, moi, c'est ça qui m'a tellement plus marqué. Ouais. Et voilà. Mais après, sinon, je sais qu'on a encore un extrait à montrer sur les interactions où, genre, c'est là tu sens la patte un peu Chabat aussi qui amène des touches, genre Claude François sur comment dire, Alexandrie. Ah oui. Quand Jamel lui dit les phares d'Alexandrie. Il est mignon, hein, celui avec la moustache. Ouais. Il est un peu vieux quand même. Ouais. Alors, et puis t'as Panoramix. Mais non, l'autre, un peu gros. Mais non, mais tu fais exprès. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, Marina Foïs, elle est incroyable. Déconnectée. J'ai l'impression que l'extrait n'est pas dedans, Simon. Par contre, je vais pas avoir l'extrait là. Ok, non, mais c'est très bien. T'as enlevé l'extrait que j'avais. J'ai enlevé l'extrait, je trouve. On peut le faire sinon. Non, c'est pas ouf. Quelle est cette lumière là-bas? Attends, on le tente? Attends, vas-y. Ok, ça marche. Mais quelle est cette lumière là-bas? C'est le phare d'Alexandrie. Font naufrager les papillons de ma jeunesse. Je sais pas pourquoi je dis ça. Moi, c'est ça. Je sais pas, mais moi j'ai aussi faim qu'un barracuda. Barracuda. Cette scène a été entièrement bruitée à la bouche. Ouais. Parce que j'ai supprimé la piste. Non, mais comme ça, tu vois, genre on improvise et puis. Voilà. C'est là où on voit le talent ou pas. C'est exactement. Là, exactement. Alors, j'ai pas envie de. Il y a du talent et il y en a pas. Je dirais pas qui. Je m'inclus dedans. Mais il te touche la cuisse droite. Donc donc cette scène là où il y a la reprise de Claude François, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment stylé. Ouais, c'est des petites touches et puis c'est pas too much non plus, tu vois, genre. Non, c'est beau, tu sais, avec je trouve le coucher de soleil, il y a un vrai truc qui est chouette, quoi. Il y a une petite musique et tout. Ouais, c'est vrai qu'elle passe bien. Mais ce qui est bien aussi, c'est, tu vois, genre, en fait, c'est ça que je trouve que j'aime bien moi dans l'humour, c'est quand t'arrives à mettre par-ci par-là des refs un petit peu Titanic, pop culture, tu vois. Oui, je suis le roi du monde. Ouais, de Bernard Farcy avec les pirates. Mais tu vois, par exemple, c'est totalement improvisé, c'est sûr. Tu vois le running gag autour des pirates. Moi, j'aime bien ça, c'est quand il y a à la fois des running gags et à la fois des choses ponctuelles qui marchent bien, mais que tu vas pas te servir à toutes les sauces. Mais tu vois, les pirates, eux, ils ont un seul but, c'est le running gag de genre en mode encore une fois, nous voilà à flot. Et à chaque fois, plus ça va, et plus ils sont dégommés, quoi. Et à la fin, le sans efforceur. Le sans efforceur de autiste, du coup. C'est vrai que tu parlez pour vous. C'est ça à la fin. Ouais. Moi, la scène qui m'a... Alors, moi, je vais le défoncer parce qu'il y a une scène que j'ai pas du tout aimée. Il y a une scène, c'est la scène du... Ils ont choisi de prendre... Alors, il y a des trucs qu'ils ont pas pris. Dans le dessin animé, il y a des frères. Il y a 3 frères qui vont chercher de la potion magique et il y en a un qui réussit à en prendre. Là, il n'y a pas dans cet épisode-là. Ils ont choisi de prendre l'arc narratif du gâteau empoisonné. Donc, c'est cette scène-là. Et le gâteau empoisonné, je le trouve éclaté. Je trouve qu'il est pas beau, je trouve que il est... Tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui marche pas, ça a l'air d'être un gros truc en plastique. Ouais, mais je pense que c'est voulu, tu vois. Que ce soit gros, comme ça, c'était pour faire, je pense, la vanne du une part, 2 parts et la 3e part. Sinon, c'est impossible à faire avec un vrai gâteau, tu vois. Je sais pas, moi, ce truc-là, il m'a un peu dérangé parce que dans le dessin animé, c'est un des climax du dessin animé, c'est le pudding à l'arsenic. Il y a un vrai truc où le méchant, il est sûr que ça va marcher. Ils font toute une chanson qui est écrite, mais qui est superbe, quoi, qui est laser dans le dessin animé. Et là, tu retrouves pas un peu le côté magique de la scène. Alors, forcément, t'allais pas ajouter une chanson, ça aurait été bizarre, il y en a pas. Mais j'aurais bien aimé que, tu vois, il y a un peu un truc un peu... parce qu'au final, tu vois, ils sortent de la
ils sortent de leur geôle comme s'ils sortaient de la pyramide ou de l'endroit où ils étaient enfermés quand ils étaient dans la pyramide. J'ai été un peu déçu par cette scène. Je trouve qu'elle apporte pas forcément grand-chose à l'histoire. Et surtout qu'après, il y a autre chose qui avec... Non, il n'y a pas de... Ouais, je sais pas, elle a rien à faire. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Non, t'as pas kiffé, quoi. Laissez-moi tranquille. Ouais, non, il a jamais été très pâtisserie, hein, Non plus. Non, faut le dire. Bah, si t'es plus salé, voilà. Hein, ouais, c'est ça en fait. C'est des choix. Hein. Ouais, je peux faire l'apéritif. J'ai une petite question et je sais pas si vous saurez me répondre. Est-ce que déjà vous avez lu tous les BD, vous avez vu tous les films et ainsi de suite? Ok. Est-ce que c'est le seul, et je sais pas si c'est dans la BD, mais le seul moment où Obélix il a le droit de boire de la potion magique? Oui, c'est quand même exceptionnel. Pour sortir de la pyramide. Ouais, c'est ça, parce que c'est un peu aussi le running gag de la BD, du truc. Maintenant, t'es tombé dedans quand t'étais petit, t'as pas le droit. Genre, il met la perruque. Mais c'est ça, il essaye 1000 fois dans tous les films, dans tous les trucs. Est-ce que c'est la première fois où il a l'opportunité d'en boire un peu? Alors, en tout cas, oui, ça reste un événement exceptionnel, mais il me semble qu'il y a d'autres épisodes où il en prend. Ok. Ou notamment, ou des épisodes où, en fait, il joue énormément avec ce côté, il a pas le droit d'en prendre. Parce que des fois, il en prend, il croit que c'en est, en fait, c'en est pas. Oui. Et du coup, de la potion magique en tant que telle, je crois que c'est hyper rare. Mais il y a un moment où il croit boire de la potion magique, en fait, ça le rajeunit. Il y en a une autre où il croit boire de la potion magique et il en boit tellement qu'il lui arrive un truc chelou. Il me semble que c'est pas la seule fois, mais effectivement c'est extrêmement rare. Et pourquoi lui interdire? Bah overdose. Bah oui. Ah oui. Tu penses? Ah ouais. Ça pourrait? Diabète aussi. Diabète. Ouais. C'est les sangliers. Ça. Il y a une autre scène qui m'a. Alors c'est pas une scène d'ailleurs, hein, c'est juste le cortège de Cléopâtre qui arrive. J'ai eu un flash. Je me suis rappelé un film, je sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Astérix. Non, pas du tout. Qui s'appelle 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Non, pas vu. Oui, bah oui. Ça me parle de Jean-Yann. C'est avec Coluche. Avec Coluche. Et dans l'humour, dans le traitement, il y a aussi César, il y a aussi Cléopâtre. Oh, c'est une pépite. Ouais. C'est vraiment. J'ai re-regardé des extraits, il y a Michel Serrault dedans. En termes d'écriture, il y a Paul Prévost. Enfin, c'est fou. C'est complètement fou. Et moi, franchement, j'ai adoré ce film. Je sais pas si les gens qui nous écoutent et qui nous regardent l'ont vu également, mais. Vraiment, ce film, quoi, de la même façon, je le trouve culte, tu vois. Et pourtant, il suit pas un scénario déjà écrit. C'est Jean-Yann qui l'a écrit. Tu vois, faudrait que je le remate parce que je le regarde tout les seuls souvenirs que j'ai, c'est de l'avoir vu par bribes avec mon père parce que quand j'étais plus jeune. Mais c'est tout. Il vaut vraiment le détour en termes. Pour le coup, c'est un film qui est bourré de détournements. Et franchement, je trouve que ça vaut vraiment le détour. Les gars, on va conclure sur ce podcast. Déjà, merci d'être venu. Benjamin, ça nous a plu de discuter de ce film. Benjamin Castaldix était avec nous pour discuter de Mission Cléopâtre. Donc c'était un plaisir. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes, même celles qui n'existent pas. Celles qui n'existent pas. On est également présent sur les C'est vrai qu'on est plateformes. Très en avant. Pendant qu'ils font les cons, je coupe. Allez, parlez. Vous pouvez également trouver le podcast sur les plateformes vidéo désormais, sur YouTube et bien sûr sur Spotify. Bonjour. C'est infernal. Et n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur Instagram pour avoir les dernières nouvelles cinéma et les annonces des épisodes en ligne. On vous souhaite une très bonne soirée, bonne journée. Ça dépend en fait. Après-midi, bonne matinée. Sur YouTube, on est d'accord? Pouce bleu si vous avez aimé et pouce vers le haut si vous n'avez pas aimé. Tu crois que tu vas avoir les gens comme ça? Ouais. Oui, ça passe. Et envoyez-nous de la thune. Oui. On sait pas comment, mais on a une adresse postale. Ça me fait penser au nul. Ouais. C'est la mouche qui pète. Benjamin va mettre son PayPal dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas à lui envoyer. Ça ira une assos. Voilà. Ouais. Tu vas t'en mettre plein les fouilles. Hein. Ah oui, toujours. Toujours plein aux as. On se quitte avec cette intro et on se dit à la prochaine pour champouiner un autre film culte. Arrivederci. Ciao. Imhotep. Et la famille, ça va? Ça va. C'est Gad Elmaleh qui fait ça ou pas? Oui. Ouais. Ok. Je pense. Hein. Je sais pas, j'arrive pas à le reconnaître. Gadix Malix. Je tentais un truc, je sais pas. Je l'ai vu tendre la perche, je dis non mec, non, je peux pas faire ça. On n'a pas de perche. Non, c'est vrai. On est un peu livré à nous-mêmes.
Allez, on se dit au revoir et à très bientôt. ciao. Salut tout le monde. Salut.